L'on dit souvent que la philosophie ne sert à rien, qu'elle n'a jamais changé grand-chose dans le monde. C'est peut-être vrai pour certains philosophes, mais pas pour d'autres comme Rousseau ou Marx. Ils ont tellement influencé les esprits qu'ils ont bouleversé l'histoire. Et si leur œuvre n'avait pas existé, il est certain que nous serions aujourd'hui dans un monde très différent. Pourquoi est-il si différent des régimes communistes qui ont existé ? Pourquoi peut-on dire que la pensée de Marx est à la fois archaïque et d'une étonnante modernité ? C'est ce que Sylvain va essayer de nous expliquer aujourd'hui. Karl Marx, 1818-1883, est d'origine prussienne, issu d'une famille juive convertie et très tôt ouvert aux questions sociales et politiques. Jeune, il rédige des articles politiquement engagés et vit entre Paris, Bruxelles, Berlin et Londres. Son activité militante en faveur des masses laborieuses qui furent tant exploitées au XIXe siècle est toutefois plus théorique que pratique. Il veut écrire pour éveiller les consciences et transformer le monde selon son expression. Il se lie d'amitié avec le philosophe allemand Engels, avec lequel il coécrira plusieurs ouvrages. Tous deux sont ce qu'on appelle de jeunes hegeliens, autrement dit des penseurs qui se sentirent proches dans la forme et dans le contenu de la philosophie de Hegel, mais qui décidèrent ensuite d'en reprendre ce qui leur semblait le plus fondamental pour le mettre au service de toute autre chose que ce qui pouvait préoccuper Hegel. Il s'agit d'inverser complètement son point de vue. Tiens, déjà une révolution a lieu, en passant du spiritualisme au matérialisme. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Qu'il s'agit pour Marx de partir du monde matériel, des structures sociales, du niveau de vie, du niveau intellectuel de telle ou telle classe sociale, de la situation historique dans laquelle elle se situe, famine, guerre, long temps de paix, pays commerçants, esclavage, passage de l'outil à la machine, avancées technologiques dont profite une élite ou dont profite une population élargie, etc. Dans quel monde vivons-nous ? Nos opinions, nos valeurs, nos croyances, notamment religieuses, en sont les reflets. Elles ne sont, comme le dit Marx, que des productions sociales. Et si l'on change telle ou telle caractéristique matérielle à la vie d'un individu ou d'un peuple, par exemple être né dans une famille ouvrière ou dans la haute bourgeoisie, vivre dans un pays où l'électricité ou l'imprimerie ont été ou non inventées, eh bien on change aussi tout ce en quoi croient les hommes. Contrairement à ce qu'affirmait Hegel, dont la philosophie n'est d'ailleurs elle-même qu'un pur produit de la bourgeoisie prussienne protestante du XIXe siècle, c'est que le monde matériel n'est pas à comprendre à partir des grandes idées. C'est au contraire les grandes idées qui sont la production dont la base est le monde matériel. Comme l'écrivait Marx, chez Hegel, la pensée marche sur la tête, il suffit de la remettre sur ses pieds. La conséquence de ceci, c'est que pour Marx et Hegel, il ne s'agit pas seulement de décrire le monde de manière théorique, mais de le changer afin que les hommes n'asservissent plus leurs semblables en les faisant travailler comme des bêtes. Changer le cours de l'histoire, qui semble pour ainsi dire écrit d'avance, en abolissant les classes sociales afin que tous les hommes soient enfin libres, frères et égaux. On reconnaît bien sûr ici l'idéal du marxisme, du communisme, car oui, c'est impensif de le dire, Marx et Engels étaient marxistes. C'est ce qu'ils exposent dans de volumineux ouvrages, notamment dans Le Capital, critique en règle du capitalisme et du libéralisme. Mais qu'est-ce que cela signifie précisément et pourquoi, chaque fois qu'un pays est devenu communiste, il s'est transformé en une dictature qui n'avait que faire des injustices sociales et du bien-être du peuple ? Pourquoi cette utopie, cette promesse d'un paradis sur Terre, s'est-elle toujours transformée en une dystopie, c'est-à-dire un cauchemar sur Terre ? Quelques exemples, l'URSS, la Chine, la Yougoslavie, le Vietnam, Cuba, la Corée du Nord, etc. Afin d'expliquer cela, nous devons commencer par remarquer que c'est en disant non que l'on s'affirme. Dire oui, ce n'est jamais que suivre le groupe, l'ordre établi, la tradition. Les petits-enfants nous le montrent bien, eux qui s'affirment en s'opposant. Reste à canaliser cette contestation vers des causes justes et intelligentes afin de ne pas tomber dans la bêtise d'un refus dogmatique de tout. Il en va de même pour Marx, qui s'affirma en s'opposant à ce qu'il décrit comme une exploitation de l'homme par l'homme, domination concrète, quotidienne, sociale et politique qui triomphait au siècle précédent mais qui est toujours d'actualité. Dans ce système, en effet, une petite minorité qui possède souvent par héritage les moyens de production exploite une immense majorité de personnes qui en dépendent.
L'ouvrier ou l'employé est traité par son patron, en tout cas autant que l'État le permet de le faire, comme une marchandise. Il règle les conditions de son temps de travail par rapport au seul principe de rentabilité et peut souvent remplacer un ouvrier improductif ou contestataire par un autre plus docile ou plus efficace. Le travail à la chaîne ou dans les usines ou encore la vie dans les mines au siècle précédent en donne malheureusement un misérable, le terme est évidemment choisi à propos, un misérable mais très instructif tableau. Il y a donc une sorte de lutte qui n'est pas sans rappeler la lutte du maître et de l'esclave qu'on avait chez Hegel, entre deux classes sociales qui sont pour ainsi dire des castes, les bourgeois et les prolétaires. S'ajoute de nos jours à cette opposition la classe moyenne, qui permet de faire perdurer cet esclavage, puisque si elle se fait elle aussi exploiter, et qu'elle en est d'ailleurs consciente, elle a suffisamment de pouvoir d'achat pour ne pas vouloir concrètement renverser par la force tout le système. Il y a certes des grèves, plus ou moins dures, quelques petites révoltes, mais jamais la révolution. Sur un plan national comme mondial, force est de constater que nous sommes encore au même point aujourd'hui, et lorsque les très riches disent que cette fortune et ce statut, ils l'ont mérité, il ferait souvent mieux de dire qu'ils l'ont hérité. À quel type de société Marx aspire-t-il alors ? Comme le mot même de communisme l'indique, à une grande communauté. Les différences essentielles entre société et communauté sont celles-ci. Dans une communauté, tout le monde se connaît, s'aime ou s'efforce de s'aimer, comme chez les hippies, les catholiques, un club de supporters, une famille. Oui, là on peut parler d'une communauté. En revanche, une société, c'est un ensemble extrêmement vaste d'individus, coexistant par habitude et par intérêt réciproque. Ils ne se connaissent généralement pas et ne cherchent pas à se connaître. C'est d'ailleurs pourquoi une force de coercition, la police, l'armée, la justice, est indispensable. Pourrait-on faire d'une société, que dis-je, de toutes les sociétés, une vaste communauté ? Par-delà le respect, évidemment, des différences culturelles qui s'imposent, est-ce possible ? C'est ce en quoi croient les communistes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'appellent camarades. Ce monde peut paraître utopique, mais Marx y croit réellement. En effet, une fois encore héritier de Hegel, il pense que l'histoire humaine n'est pas une succession d'événements et d'étapes aléatoires. Elle répond à une logique, un fil rouge qui amène peu à peu et dialectiquement les hommes à réaliser la perfection de la nature humaine, qui est une nature sociale. Ce qui revient à dire que l'histoire amène les hommes à réaliser progressivement une société où tous les hommes seraient camarades. Cette histoire correspond à des modes de production et à des évolutions techniques qui atteignent parfois leurs limites et qui sont donc confrontés à des contradictions qui nous font passer à une nouvelle étape. Par exemple, on est passé des communautés primitives aux sociétés esclavagistes, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, puis au régime féodal, et aujourd'hui au capitaliste, qui est vu par Marx comme l'ultime forme de la perpétuelle aliénation de l'homme, basée sur une lutte des classes, qui devient aujourd'hui de plus en plus intolérable et qui fera donc naître mécaniquement le communisme. Cette dernière étape ne saurait bien sûr advenir de façon pacifique, et c'est à une révolution, la révolution prolétarienne, que les communismes nomment le grand soir, que l'on devra ce passage de force, cette dictature du prolétariat, qui renversera l'État, parce qu'il est toujours du côté des nobles ou des bourgeois, pour le bien de tout le peuple. D'où le symbole du communisme, la faucille et le marteau, agriculture et industrie, qui sont les vraies forces de la nation, par opposition aux banques et au système boursier. Ce problème n'est d'ailleurs pas résolu par Marx. Comment ce passage va-t-il s'opérer concrètement sans qu'une nouvelle force ne vienne prendre le pouvoir et que cela ne donne une dictature ? Bien entendu, officiellement et de façon temporaire, pour le bien-être du peuple. Il faudra également que, par une sorte de contagion ou de convergence des luttes, ce changement ait lieu à l'échelle planétaire. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain, comme dit si bien la chanson. Sans cette unité, les pays qui tentent de renverser le capitalisme ne peuvent que s'isoler et devenir pauvres, ne jouant plus le jeu de la libre concurrence. Ils vont donc se murer et devenir, on le sait bien, des dictatures militaires qui ne diront pas leur nom, comme ça a été le cas en URSS. Le communisme est ainsi un système dans lequel les classes, la division du travail et la propriété privée, source de conflits, n'existent plus, et dans lequel il n'y a plus de compétition économique. Le but du travail individuel n'est plus différent de celui de la société tout entière, et il doit permettre le libre développement des capacités de chacun. Les illusions produites par l'esprit humain, comme les croyances religieuses, n'ont plus lieu d'être, puisque le paradis sur terre est réalisé. Marx reprend d'ailleurs sur ce point les critiques de la religion classique qui ont été déjà développées par Feuerbach, qui n'y voit que la projection de nos peurs et de nos espoirs dans un au-delà imaginaire, afin de nous consoler de la misère et de l'injustice qui règnent sur terre. De plus, la religion est, selon la célèbre formule de Marx, l'opium du peuple.
Elle endort la volonté de changer le monde en promettant un jugement dernier ou une réincarnation méritoire. Au contraire, pour Marx, le bonheur ne peut advenir que par un combat. Et comme le dit si bien la formule Marx Attacks. Le XXe siècle a montré les limites de ce modèle, je l'avoue, qui est peut-être sans doute sous-estimé la capacité du capitalisme à s'adapter, notamment en rejetant la misère sociale dans les pays lointains, ceux qui en profitent, l'Occident, ne voyons plus la misère des autres peuples. L'autre astuce, si l'on veut, du capitalisme a aussi été d'évoluer en développant la classe moyenne dont nous avons parlé, qui condamne moralement le système libéral, mais pas au point d'en faire la révolution, puisque elle en profite. Aussi ne reste-t-il aujourd'hui du marxisme qu'une sorte de socialisme, c'est-à-dire une volonté de lutter contre les injustices sociales et de vouloir faire que les biens soient mieux répartis à l'échelle nationale comme internationale. Ne pas simplement regarder la situation, mais essayer de minimiser les peines, de pouvoir mieux intégrer dans le monde social ceux qui ne le sont pas, etc. Les très riches n'ont qu'à bien se tenir. Les penseurs du XXe siècle, comme Jean-Paul Sartre ou Jacques Ellul, auront en ce sens bien raison de considérer que le marxisme était sans doute une utopie, mais qu'il reste l'horizon moral indépassable de l'humanité. De plus, cette philosophie répond à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'exigence écologique, qui provient précisément de notre façon d'exploiter la nature depuis la révolution industrielle et l'anthropocène. En effet, Marx, qui ne connaissait pas les problèmes actuels, évidemment liés au dérèglement climatique et liés aux problèmes écologiques en général, dénonce dans le capitalisme l'impossibilité d'une réconciliation de l'homme non seulement avec sa nature, mais avec la nature. En ce sens, il est d'actualité. En effet, l'homme exploite la nature en y voyant simplement un moyen, une marchandise, quitte à se détruire lui-même en la détruisant. Or, comme l'écrivait déjà Marx dans les manuscrits de 1844, seul le communisme peut être, je cite, « la vraie solution de l'antagonisme entre l'homme et la nature ». Idée à méditer qui donne une connotation étonnamment moderne au marxisme.